ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, non, ils ne nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Fréquence Foot. Libre sur le web. Bonsoir les amis, bienvenue sur Radio Ma'arif, le podcast foot. Aujourd'hui, vu la taille du sujet, puisqu'on va parler encore une fois de Coupe du Monde et d'équipe nationale dans un premier temps, une composition d'équipe inédite avec, pour commencer, quelqu'un qui revient pour sa deuxième titularisation, Abdellah Baqil. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il est utile de te présenter ? Ça a été fait la première fois, ça va, je pense. Oui, alors on va expliquer que c'est l'homme qui est tellement à gauche que dans ses compositions d'équipe, il n'y a pas d'arrière droit, c'est ça ? Tout à fait ça. Voilà, on imagine qu'il y a autre chose à dire que du foot aujourd'hui, mais ce sera pour plus tard, n'est-ce pas ? Très bien. Voilà, mais ça viendra. Alors, et puis j'ai deux nouveaux entrants là, un duo, un peu les Zemmour et Nolo du débat footballistique. Aaron et Sartre, c'était eux, non ? Voilà. Face à moi, Amine Bennis, artiste peintre aux œuvres méthodiques, spontanées, symétriques, brutes et souvent rouges. Voilà, et dont les tweets et les avis tranchés enflamment la toile marocaine. Bienvenue à toi, Amine. Bonsoir, Reda. Voilà, écoute, j'espère que ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui, parce que j'aime bien les voix un peu dissonantes. Ok, très bien, j'espère que je vais pas te décevoir. Et face à lui, son contradicteur infatigable, Soufiane Faissel, qui est venu. Alors il faut expliquer, ça va tout résumer. Bon alors déjà, Soufiane, il est consultant, donc il sait tout, c'est ça ? Exactement. Voilà. Consultant et twitto, donc voilà. Je sais tout. Donc tu sais doublement tout. Exactement. Tout sur tout, quoi. Parfaitement. Et il est venu, alors pour situer un peu le personnage, avec un maillot de la Mannschaft. Voilà, ça c'est quand même un geste héroïque parce qu'il fallait un soir de défaite, ce qui est très rare. Tu vas pouvoir. Ce qui est très rare pour la Mannschaft, mais voilà, il faut porter ses couleurs fièrement. Et c'est un maillot de la Mannschaft de 1990. D'accord, celui de le plus beau de Brême. Ouais, de Brême, ouais. De Brême. De Brême, voilà, cette affreuse équipe avec. Affreuse équipe, avec Mataos, avec une finale. Klinsmann, ouais. Mataos, c'était qui dans Voller. les buts ? C'était qui dans les buts ? Je me souviens plus du gardien. Voilà, la prochaine fois que tu achètes un maillot, s'il te plaît, apprends-nous les compositions. Non, je retiens que les avancantes. Bon, les amis, bienvenue à tous. Alors, on va commencer par revenir sur ce fameux Maroc-Espagne qui nous a tous marqués. Alors, vous êtes engueulés sur Twitter pendant 2 jours, je pense. Voilà. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Voilà. On n'était pas d'accord. Voilà. Nous, on croit que le débat fait progresser les choses. Alors, expliquez-moi. Est-ce que on se complaît dans l'autosatisfaction béate parce qu'on est des nuls et qu'on a une équipe parce qu'on ne progressera jamais, ou bien on devrait être fier de cette équipe? Expliquez-moi vos points de vue tels qu'ils ont été déployés sur la toile, les amis. Amine, je t'écoute. Moi, je dis qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut féliciter cette équipe qui a fait un super parcours. L'équipe du Maroc, pour ceux qu'on a perdus. On peut la féliciter parce qu'elle a fait un super parcours en termes de jeu, d'engagement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reprochait à cette équipe dans le passé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'engagement. Et depuis la CAN, on voit vraiment une équipe avec une âme. Et là, cette âme, on l'a encore vue pendant cette Coupe du Monde. En même temps, on peut être un peu déçu des scores et des résultats parce que il y a une sorte de malédiction qui nous suit, d'ailleurs depuis la CAN, où on joue des matchs, on joue bien, et à la fin, on perd. Contre l'Égypte, on perd dans les dernières semaines. On n'a pas beaucoup perdu, on a perdu un match en CAN et... Non, je parle en compète officielle. D'accord. On n'a pas joué beaucoup non plus. Voilà, on perd le premier match contre la République du Congo, je crois, et puis on perd contre l'Égypte, et on joue bien, on joue pas mal. Là, le premier match contre l'Iran, on fait 20 minutes de feu. Franchement, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que quand on a vu ces premières 20 minutes, on s'est dit, on va les manger. Et à la fin, on perd. Portugal, on fait un bon match, on perd. Contre l'Espagne, on mène 2-1. À la fin, on perd. On fait match nul. Enfin, on fait match nul, pardon. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Est-ce que c'est la chance ? C'est juste la Skoumoun ? Ou il y a peut-être quelque chose à régler pour qu'on puisse... Mais globalement, au-delà de ça, cette compétition pour l'équipe du Maroc, elle s'est terminée lundi soir. Tu la vois comment ? Bon souvenir, mauvais souvenir ?
Sincèrement, moi j'ai des regrets. C'est une sorte de frustration parce que je pense qu'on avait les armes et puis à la fin, ça l'a pas fait. Moi j'ai vu le troisième match avec une sorte de distance, détachement que je voulais pas avoir. Je voulais rêver au troisième match. Et puis je crois que cette compétition nous a montré avec ce qu'on a vu, on en parlera peut-être après pour l'Allemagne, on a vu des soi-disant petites équipes gagner. On voit qu'il y a des petits scores. Donc je pense que les choses sont. Donc on pouvait, je pense, avoir une ambition de passer le premier tour. Je crois que c'est la seule chose que je voulais dire à Sofiane pendant nos débats sur Twitter. J'ai oublié de dire que Sofiane c'était la Zaoui sur Twitter. Comment ai-je pu oublier ça? À partir du moment où tu dis que je sais tout, je pense qu'on me reconnaît. Voilà, la Zaoui et donc pour connaître le débat. Exactement, tout à fait. Et pour terminer, pas besoin d'avoir fait de grandes études pour imaginer que tu viens de Marrakech. Exactement. D'accord. Alors le pseudo doit l'expliquer normalement. Ouais, c'est assez simplement. Vas-y, explique-nous ce que tu as à répondre là-dessus, quoi. Ce que j'ai à répondre, c'est que mon sentiment, c'est qu'Amine, justement, s'est détaché des matchs parce que il avait une ambition que je comprends. Maintenant, il faut savoir d'où on part. On part de plus d'une douzaine d'années de ténèbres, mais de vraiment grosses ténèbres où on n'a pas mis un pied devant l'autre dans aucune des compétitions. C'est ce qu'il y a en dessous des ténèbres, les abysses. C'est Dante. Tu penses qu'on y est... Ouais. Parce qu'en dessous des abysses, tu sais ce qu'il y a? Il y a le néant. On l'a frôlé quand même. On l'a frôlé. On n'a pas atteint. Partant de là, et vu les 2 dernières années, je pense qu'on pouvait rêver éventuellement à une qualification en 8e parce que tout est possible. Tu arrives sur une compétition, tout peut se passer. Mais je pense que tout le monde a été KO après le tirage au sort. Je veux dire, quand tu tires le double champion d'Europe, champion du monde sur les 8 dernières années, qu'est l'Espagne, quand tu tires le champion d'Europe en titre, qu'est le Portugal, t'as plus grand chose à espérer si ce n'est un miracle, quelque chose de phénoménal. Je suis pas trop d'accord, mais donc au résumé, bon souvenir ou mauvais souvenir? Bon souvenir. D'accord. Mais je pense que tout le monde a le même sentiment, ce qui est qu'on est à la fois fier et à la fois frustré parce que c'est passé à ça. On aurait pu aller plus loin. Et moi, je suis de ceux qui préfèrent garder l'aspect fierté. Je pense qu'Amine est plutôt de ceux qui gardent les regrets. Et c'est là où on s'entend pas. Bon. Abdallah, comment tu te positionnes dans cet affrontement idéologique entre regret et fierté? Je crois que ça dépend de la disposition d'esprit avant la Coupe du Monde. Moi, vraiment, j'ai regardé les matchs principalement pour en profiter. J'en attendais pas grand-chose parce que après 20 ans de non-participation, je serais plutôt d'accord avec Soufiane, c'est-à-dire vu d'où on vient, la qualité de jeu n'est pas tout. Il y a l'expérience, il y a le souci du détail, il y a énormément de choses qui entrent en jeu dans ce type de compétition-là. Donc moi, je n'en attendais pas grand-chose. Bon, c'est certain que j'étais extrêmement déçu par le premier match contre l'Iran parce que c'était a priori celui qu'on pouvait aborder de la meilleure manière possible. Mais je suis quand même globalement satisfait de ce qu'a montré l'équipe, de l'engagement. Il y a quand même, on a vu de très belles choses. Mais moi je voulais dire un truc, on dit on a 20 ans de ténèbres, d'accord, mais si on essaie de voir nos Coupes du Monde, 70, 86, 94 et celle-là 2018. 98 et 98. On n'a jamais fait de mauvaise Coupe du Monde. C'est-à-dire que même la Coupe du Monde des États-Unis, on fait un beau match contre la Belgique. Je ne sais pas si tu te rappelles les poteaux de Cheuch. Très bien. En 70, on mène contre l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre comme référence que nos participations en Coupe du Monde ont toujours produit quelque chose qui est pas loin du passage. Celle-là, elle est dans cette lignée. Hein. Pour moi, celle-là, elle est dans cette lignée. Oui, elle est dans cette lignée. Donc, non, mais on parle là de 2 périodes qui sont complètement différentes. Alors, je crois qu'ils sont entièrement différents. Pas seulement au niveau du foot marocain, mais au niveau du foot international. Au niveau du foot international, parce qu'il y a eu énormément d'évolutions depuis. On pouvait faire, tu arrives sur une Coupe du Monde. Aujourd'hui, les petites équipes font mieux qu'avant. Avant, il y avait des Hongrie-Salvador 11-1 que tu as plus aujourd'hui. Oui, mais c'est pareil, c'est aussi une surprise à l'inverse. Enfin bon, et derrière, tu peux avoir autre chose. C'est-à-dire que il faut voir que la Coupe du Monde à cette époque-là était une vraie confrontation de style. C'est-à-dire il y avait des équipes nationales qui arrivaient, qui se connaissaient pas nécessairement. Je suis pas certain, par exemple, que l'Angleterre, en entrant jouer contre le Maroc, connaissait par cœur le 11 de départ de l'équipe du Maroc en 86. On nous sous-estimait un peu. Non seulement on nous sous-estimait, mais ils connaissaient pas nécessairement. C'est-à-dire que l'échange d'images n'était pas aussi net. Aujourd'hui, tu te retrouves avec énormément de joueurs qui jouent
plus ou moins dans les mêmes championnats, il y a beaucoup moins de surprises et les styles se sont beaucoup rapprochés. C'est-à-dire que est-ce que tu es en train de nous expliquer en nous décrivant comme ça un football qui était l'émanation collective de culture locale, c'est-à-dire un foot marocain qui ressemble à un foot marocain, un foot allemand qui était un foot allemand, etc., qui n'existe plus. Est-ce que tu regrettes cette mondialisation pour être honnête, est-ce que tu la regrettes? Moi, oui, je vais te le dire. Mais et toi? Non, enfin bon, pas nécessairement, parce que c'est une évolution naturelle du foot. Mais du foot, enfin de l'argent, du marketing qui vient se mettre dessus. Enfin bon, c'est une évolution naturelle du monde. Il y a effectivement, comme je le disais, il y a beaucoup moins de surprises, donc c'est un peu frustrant. Et il y a surtout moins d'inventions. On a quand même un peu l'impression qu'une équipe sud-américaine, par exemple, qui avait clairement un style totalement à l'opposé des équipes européennes. On sait, après les échecs du Brésil dans les années 80, ils ont européanisé leur jeu. Enfin, pratiquement tout le monde a européanisé son jeu. Les joueurs jouent dans les championnats européens. C'est pas seulement une européanisation du jeu pour atteindre des résultats dans les compétitions internationales. C'est aussi le fait, le marché du foot qui fait que l'Argentine, le Brésil sont des marchés exportateurs de joueurs et qui doivent produire des joueurs qui soient plus à l'image de ce qu'attendent les clubs européens. Mais au-delà du style, est-ce que tu crois pas produire des Thiago Silva ou des Paulinho plus que des au-delà du style, est-ce que tu crois pas que les Coupes du Monde sont de moins en moins belles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne peut-être plus d'importance aux compétitions continentales. Regarde la Coupe du Monde aujourd'hui, compare à la Champions League, il y a 4 classes d'écart. Moi, les dernières belles Coupes du Monde que j'ai vues... le foot des nations a chuté. C'est le foot des nations et des clubs qui a changé. Moi, je me suis beaucoup ennuyé dans cette Coupe du Monde. Ce que tu perds en qualité technique, tu le gagnes en intensité émotionnelle, en passion, parce que les gens, nous et les autres gens, tous les gens du monde, qualifiés ou pas, vibrent pour cette compétition et elle ne sera jamais supplantée par une compétition de club, parce que là, elle touche vraiment la planète, c'est vraiment la fête du foot mondial. Et tu perds, mais je suis d'accord, tu perds en qualité. À part l'aspect émotionnel, cite-moi un grand match que tu as vu dans cette Coupe. Non, en termes de qualité technique, footballistique, voire même tactiquement, c'est pas au niveau d'une Champions League, ça, il y a pas de. Non, et c'est même pas au niveau d'une Coupe du Monde 86, c'est pas au niveau d'une Coupe du Monde 82, c'est pas au niveau d'une Coupe du Monde 90. Le Cameroun. Alors restons là-dessus. Moi, je vais vous poser une question on va rester sur la technique parce que c'est un peu éloigné de notre histoire. On a vu un Maroc meilleur contre l'Espagne que contre le Portugal et meilleur contre le Portugal que contre l'Iran. Tactiquement. Mais même techniquement, il y avait énormément. Oui, mais justement, c'est ça ma question. Alors il y a deux options parce que il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé. Alors déjà ça allait. Il y avait un progrès sur les 3 matchs. Mais est-ce qu'on n'a pas été très à l'aise contre l'Espagne parce que justement on n'a pas joué? C'est-à-dire que est-ce que c'est une équipe qui n'est pas beaucoup plus à l'aise quand elle n'a pas le ballon? Parce que si tu regardes même en termes de résultats, contre l'Espagne où on est très souvent acculé dans notre but, on a un bloc qui est souvent bas et qui est très incapable de se projeter, on marque 2 buts. Et non seulement on marque 2 buts, mais je te rajoute 2 occasions monumentales, celle de Amrabat et le deuxième face-à-face de Boutaïeb. C'est-à-dire qu'on s'est procuré 4 occasions, dont 2 alors qu'on n'a pas réussi à le faire en ayant le ballon. Alors est-ce qu'on n'est pas plus à l'aise avec des équipes qui nous dominent? Je pense pas qu'on soit plus à l'aise avec des équipes qui nous dominent, parce que cette équipe du Maroc, telle qu'elle a été construite par Renard, est quand même très technique. Il y a un milieu joueur. Boussoufa, mais on ne les a pas vus, les joueurs. Ziyech, sur le match de l'Espagne, je suis d'accord. Pour moi, c'est plus le contexte général de cette Coupe du Monde où toutes les grandes équipes n'arrivent pas à produire de jeu ou n'arrivent pas à concrétiser leurs actions, qui font que toutes les petites nations qui sont recroquevillées sur leur but, qui procèdent en contre, vont te dégager une impression qu'elles sont beaucoup plus efficaces. Tu regardes tous les grands matchs des derniers jours. Allemagne-Corée, l'Argentine contre l'Islande. Il y a la Colombie quand même, la Colombie qui prend le ballon avec leurs 2 gauchers dans l'axe et qui te mettent le feu. Là où il n'a pas tort, c'est vrai qu'avec des équipes recroquevillées comme l'Iran, et on voit les grandes équipes aussi ont des problèmes. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'on peut dire qu'on n'a pas une animation offensive de folie, qu'un peu nos milieux de terrain, d'accord, se font des passes, mais je marche un peu dessus. Il y a aussi le fait que ces équipes défendent très bien et que c'est dur de marquer. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que le Maroc nouveau qu'on a vu avec Renard, c'est un Maroc qui fait du pressing, qui récupère le ballon et qui contre. On l'a vu dans le match du Mali, Maroc-Mali, je sais pas, il y a une récupération, il y a le récupération très haute. Mais on l'a vu aussi sur les matchs amicaux. Voilà. Contre la Slovénie, moi je m'attendais à ce qu'on soit peut-être un peu plus bas et qu'on les laisse faire le jeu. La récupération était très haute. C'est un peu facile pour moi de dire maintenant on aurait dû faire aussi du pressing. C'est le principe des commentaires de foot. avec l'Iran. On n'a pas de complexe par rapport à ça. Voilà. Ouais, non, pas de souci. Mais je veux dire que contre l'Espagne ça a marché et surtout en deuxième mi-temps.
beaucoup préféré la deuxième à la première parce que la première, je pense qu'on défendait trop bas, on les a beaucoup trop laissés venir. En deuxième mi-temps, on a défendu très intelligemment, bas, pressing. Dès qu'on récupérait, on partait. Et on partait proprement. Et là, on s'est retrouvé dans le Maroc qu'on connaît avec de la grinta. Et quand il compte pour marquer. Enfin, qu'on connaît depuis un an. Qu'on connaît depuis un an. Merci pour la précision. Voilà. Mais quand même, et ce Maroc est beau à voir parce que c'est un jeu, c'est une identité de jeu qui n'est pas celle historique du Maroc. Parce que le Maroc historique, ça se fait des passes. Et ça a des occasions. Bon, on les mettait pas au fond déjà, mais je veux dire, au moins, il y avait des constructions. Attention. On a une espèce de réalité fantasmée d'un Maroc technique qui joue un peu à la sud-américaine. Mais même en 98, on marque sur des contres avec Tahal Khlech comme les passes longues. Voilà, mais avec une super efficacité, avec un. Ça fait plaisir à Tahal Khlech. Hein. Ah bien sûr. Hein J'attends qu'il réussisse à placer Béja en 94. Là, le Béja, non, il est pas dans cette logique-là. Lui, c'est le foot marocain fantasmé. Voilà. Lui, c'est exactement le. C'est le foot marocain. Il a fait une belle Coupe du Monde aux États-Unis, le Béja. Il a fait un beau match. Ah bah justement, vous me tendez une perche. Moi, pour essayer, je voulais proposer un petit jeu pour essayer d'apprécier techniquement ce que vaut cette équipe du Maroc 2018. Je crois qu'on a tous à peu près le même âge, sauf l'Azaoui qui a la vingtaine, c'est ça? Un peu plus. Donc on a vu en gros 86 comme on a pu, 98 et 94 poste pour poste. Si vous devriez faire un best-of de ces trois Coupes du Monde, la quatrième étant celle de 2018, qui vous garderiez de cette équipe? Dans les buts, Zaki, on garde? Ouais, je crois que ça c'est. Ouais, ça se discute pas trop. D'accord. À droite, on met qui? Alors, il y a eu. Le Mélis. Non, à droite. Le Mélis était à gauche. À droite. À droite, je vous propose soit Khalifa, soit, je pensais Sabel en 98. Il y a eu Dirar. Vous voyez qui là? Moi, Dirar, j'aime bien. Dirar, pareil. Ouais. À gauche, Hadrioui. Voilà. Dans l'axe, moi je vous propose. On va prendre Nibet. Nibet Biez, faites-moi confiance. Oui, Nibet Biez. C'est pas discutable. Non, c'est pas discutable. On peut laisser devant Dolmy. Oui. Sans problème. Et on continue. Alors, il y aurait qui de cette équipe 2018 qui rentrait dans ce milieu de terrain, hein, parce c'est aussi Timoumi, il va sûrement y avoir Msafaji. Ça dépend c'est pas évident, du hein. système que tu mets. Voilà, Est-ce que devant, tu mets deux vas sûrement récupérateurs avoir, ou un seul? Ahmadi, vous mettriez Ahmadi peut-être. Moi, j'essaye juste d'étalonner un petit peu par rapport à... Comment tu veux faire jouer cette équipe? Ouais. Non, mais tu veux la faire jouer, tu fais l'équipe que tu veux. Dis-moi, toi, de cette génération, celle qui rentre dans le panthéon. Écoute, si je veux faire de la récupération, je mettrai Ahmadi. Si je veux construire le jeu, je mettrai Timoumi avec El Dolmy. Voilà. Tu peux mettre les deux. Tu peux mettre les deux. C'est quand même pas le même registre. Dans un 4-2-3-1 avec un numéro 10 au centre. Ouais. Moi, je placerais un petit Tahal Khlech quelque part. Dans ce milieu-là. Mais bon, moi, le Béja, je le prends, mais sur le banc. C'est-à-dire que c'est le. Non, mais je suis sérieux. Hein, c'est pas. Non, tu es fou. Non. Tu es fou. Titulaire. Lui déjà, il va te mettre le bordel sur le banc. Il vaut mieux le mettre sur le terrain. Il va mettre le bordel sur le terrain aussi. Quel joueur. Et devant? Bassel. Ouais, Bassel. Ouais. Donc vous voyez, hein, on se retrouve avec peu de joueurs 2018. Hein. Ouais, mais c'est non, Amrabat quand même. Amrabat. C'est un aspect pour moi qui est plus affectif que réellement technique et physique. Aujourd'hui, le foot est beaucoup plus physique qu'il y a 20 ou 30 ans. On compare ces joueurs à ce qu'ils ont fait avec les joueurs qui étaient en face. Hein. On les compare pas avec les joueurs d'aujourd'hui. C'est un jeu. On ne peut pas ne pas mettre Amrabat. Amrabat, ce qu'on a vu est extraordinaire. Ce joueur a joué à 150% de son niveau qui est déjà bon. C'est-à-dire qu'on le voyait toujours en équipe nationale, on dit il court, c'est un TGV, on a souvent rigolé là-dessus, c'est le mec qui se dépasse, dépassement de fonction, on le trouve partout, 90% de part de marché de l'écran. Et là, dans cette Coupe du Monde, il a passé un autre palier pour moi. Hein. Pour moi, il a passé un autre palier. Je sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez déjà vu Amrabat cette année comme vous l'avez vu dans cette Coupe du Monde? Il est en transe, non? Il est en transe, voilà. Amrabat, il est sur un niveau, stratosphérique, même pas un niveau technique haute, mais dans l'engagement, c'est juste impressionnant ce qu'il fait sur 3 matchs. Dans le don de soi, même l'humain, c'est-à-dire que le bonhomme, il est allé nous sortir la déclaration du siècle avec 3 mots, qui est en train de faire le tour du monde et qui va marquer. Je pense qu'elle va être ressortie régulièrement et même en termes de, je sais pas comment dire, de charisme, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il nous a offert. Tu vois, ils ont tous été bons, mais par exemple, si je te compare Amrabat avec Ziyech n'a pas été à 150%. Ziyech, c'est une déception. C'est quand même une petite déception. Ouais. Il a peut-être été à 70. Harit aussi, tu vois. Ahmedi a été égal à lui-même, bon, d'accord. Mais Amrabat, c'est le palier. Pour moi, c'est le type qui s'est transcendé en compétition. Alors on revient sur la déclaration de... Mais Ziyech, c'est la grande déception de cette Coupe du Monde aussi. Alors qu'il était très bon en qualif. Oui, mais c'est aussi parce que c'est le joueur dont on attend le plus. C'est-à-dire que précisément, c'est lui qui est censé prendre le jeu à son compte, créer des opportunités de but. Et comme on a quand même très peu marqué,
ou principalement sur encore une peu fois, à la volonté. Donc du coup, moi, je vais revenir. Il a pas brillé. Moi, encore une fois, je vais revenir au niveau global. Tu n'as pas tellement de milieux créatifs qui ont brillé sur cette Coupe du Monde. C'est vrai. Les milieux au centre sont les défenses sont très regroupées. Tu as systématiquement 1 ou 2 joueurs sur le porteur très vite. Enfin, les défenses sont très organisées. Tu vois un Kroos depuis 2 matchs. Enfin, aujourd'hui, il a été transparent. Mais contre la Suède, c'était pareil. C'est son coup franc qui le sauve. Encore une fois, la Colombie, mais il a perdu énormément de ballons. La Colombie a démontré déjà, et Coutinho, et il y a quand même pas mal de Quintero James dans l'axe, ça joue. Hein. Ouais, c'est impressionnant. C'est-à-dire que quand on a vu Ziyech dans les matchs de préparation, on était assez optimiste. On disait, il est vraiment bon, il a quelque chose. J'ai l'impression Ziyech, c'était celui qui était censé nous faire avoir le saut technique. Voilà, saut technique d'équipe un peu Stoke City, qu'on essaie de décrire depuis tout à l'heure, à quelque chose d'un peu plus technique. Et c'est vrai qu'il n'a pas brillé dans ce rôle. Alors peut-être que c'est global, tu as raison. Mais c'est global parce que pour moi, comme il est seul, il est facile à prendre et à courir. Là, tu me cites la Colombie, il y a 2 créatifs. Tu me cites le Brésil. Oui, Coutinho, mais il a un peu plus d'espace parce que les défenses face au Brésil, elles vont plutôt se focaliser sur Neymar. T'as Gabriel, Silva devant. Tu as de la qualité technique qui fait qu'il peut avoir un peu plus d'espace. Quand tu as un créateur uniquement qui est ton principal meneur de jeu, il est plus simple à prendre sur cette Coupe du Monde. Les amis, on fait une pause et on revient. Vous écoutez Radio Ma'arif. Radio Ma'arif, le retour du podcast foot. Alors moi je voudrais vous savoir, après 10 jours de Coupe du Monde, presque 2 semaines, beaucoup de pénaltys et ce VAR qui est au centre de toutes les polémiques. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus, Abdullah, s'il te plaît, refroidis-moi le cœur. Moi j'ai toujours été opposé au VAR. Tu as évolué, je pense. Tu passais à l'extrémisme, non? Ah oui, non, là c'est plus possible. C'est-à-dire que les erreurs d'arbitrage font partie du jeu, plus ou moins. Il y a énormément d'interprétations dans le foot. Et avoir un petit peu cette interruption de l'action pour aller consulter un quart régie à plusieurs kilomètres et derrière l'arbitre qui court voir l'écran, mais sauf dans le cas du Maroc où il a pris la décision sur la base de ce qui lui a été dit du quart régie sans aller vérifier. Oui, enfin bon, c'est quand même une particularité. Dans le cas du Maroc contre l'Espagne, l'arbitre n'est pas allé vérifier par lui-même l'image sur le moniteur, mais s'est contenté de ce qu'on lui a dit du cas régie. C'est-à-dire on arrive en fait à, pour moi, ce à quoi va nous conduire le VAR. C'est-à-dire que les acteurs sur le terrain sont quasiment secondaires. Il y a un certain nombre de techniques qui sont apportées, qui vont nous faire croire que le football ou ces décisions-là seront plus justes. Mais on voit bien déjà que dans leur utilisation, et même dans les discussions concernant le VAR, tout le monde parlait par exemple du but de la main de Maradona, qui aurait été annulé. Mais il fait partie de l'histoire de la Coupe du Monde, ce but, contre l'Angleterre, de la main de Maradona. Il fait partie de l'histoire. Il fait partie de l'histoire. Il fait partie même de la légende, on va dire, du football mondial dans ce contexte-là. Et il y a toujours un petit peu on va dire un petit peu de malice de la part, disons, de l'équipe qui est censée être, qui représente la nation la plus faible face à la plus forte, et des concours de circonstances qui font qu'à un moment donné, ça passe. C'est effectivement sur un match, on peut avoir une petite équipe qui va perdre 99 fois contre une équipe et gagner une fois, comme la Corée aujourd'hui contre l'Allemagne, par exemple. Et le VAR tue un petit peu cette possibilité en fait d'arriver en fait à contourner la règle du favori. Tu viens dans un podcast obscur d'une ville nous expliquer tranquillement que le VAR n'est pas bien parce que le VAR ne laissera plus les tricheurs tricher. Enfin moi ça me dérange pas, mais c'est à peu près ça quoi. C'est un peu ça qui nous explique. C'est que l'injustice. Je comprends moi, c'est ça le pire. L'injustice c'est bien, donc gardons-la. Alors moi je suis j'étais plutôt opposé au VAR, mais je suis pas dans l'extrémisme comme Abdullah. Mais je suis passé d'âge. Mais je vois ça. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond. Alors, il faut essayer d'aider les arbitres autant qu'on peut pour que les décisions soient plus justes. Aujourd'hui, le foot va beaucoup plus vite qu'avant. Les erreurs sont beaucoup plus simples à commettre quelque part.
Non, mais Si on a des moyens je veux techniques- juste essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut aider les arbitres pour que Pour ce qu'il y ait soit moins d'injustice. plus injustice par rapport à quoi? On parle d'un Par match rapport de aux foot. décisions qui sont prises. Par rapport aux décisions qui sont prises. Le match le Écoute, plus moi- injuste que Ouais. j'ai vu de ma vie est le Brésil-Argentine de 90. Canidja. C'est le match le plus injuste que j'ai vu de ma vie. Hein. Ça vaut 3 pénaltys imaginaires et tout ce qu'on peut. C'est-à-dire le Brésil avait touché, je crois, tous les poteaux, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une barre dans la constitution d'une cage de but. Et l'Argentine n'a fait qu'une attaque. Terminé, 1-0. Bon, le Brésil est éliminé. Ouais, mais on reste dans le foot là. On reste dans le foot. On n'est pas, mais ce que on je n'est veux pas dire, dans une décision c'est-à-dire- qui influe sur le, Oui, le mais ce que résultat je veux du dire, match. c'est que c'est pourquoi j'en parle, parce que je te dis, c'est fondamentalement, ce n'est pas nécessairement, on le sait tous, c'est-à-dire c'est ce qui fait aussi toute C'est la ce qui passion fait du foot. la beauté du foot. n'est c'est pas que- un Écoute, sport juste. Abdallah, moi Ce n'est j'étais pas un j'étais pour sport le VAR. juste. J'étais pour le VAR. Et on a discuté des heures et des heures avec Reda. Et il essayait de me démontrer qu'il allait y avoir des problèmes. Et juste avant la Coupe du Monde, tu te rappelles, je t'ai appelé, je t'ai dit, écoute, là j'ai vu sur un match de Coupe de France, il y avait des trucs horribles qui duraient 5 minutes et à la fin, c'était même en plus la mauvaise décision. Non, Donc, en France, ça a été ouais, très mal géré. Enfin, les mais prestataires, que ce En soit Italie, un petit peu mieux. sur la goal line Ouais. technologie ou sur Ouais, le c'était VAR, d'accord. ils sont catastrophiques. Mais ça m'a On assez sait pas, hein, dégoûté on parle pour pas être convaincu que le VAR, aujourd'hui, est une catastrophe. Moi, je vois un avantage au VAR, c'est que ça a révélé, aux yeux du monde, toutes les malices de la FIFA. Et à la rigueur, moi j'y croyais pas trop aux malices de la FIFA. Je me disais, bon, FIFA, on exagère un peu, complot, etc. Et là, je crois que c'était évident pour tout le monde qu'il y a des problèmes. Deuxième chose, excuse-moi, je finis. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est toute la mauvaise foi qui est dans le foot. On a tous de la mauvaise foi quand on parle de foot. Quand on voit les Français, par exemple, les journalistes, surtout moi, bien sûr. Quand on voit, par exemple, les Français beaucoup bénéficient du VAR. Et quand j'écoute les journalistes français parler du VAR, eh ben, je trouve qu'ils sont un peu soft, ils sont pas. Ils sont puis très contents du VAR. Ils sont très quand tu contents du écoutes VAR, les- etc. Donc tous les pays qui bénéficient français. du VAR, c'est-à-dire que nous, si on avait bénéficié du VAR, je peux vous garantir que si par exemple l'égalisation de l'Espagne c'était la nôtre, on n'aurait pas parlé du VAR comme on en a parlé. Bah, tu regardes la une de Marca le lendemain de notre match, c'était voilà. gracias. Donc quelque part, le VAR. C'était ironique, hein, comme titre. C'est-à-dire que Oui, la mais mauvaise bon. foi qu'il y a autour du foot, le VAR l'a pas enlevé. Les polémiques, le VAR l'a pas enlevé. Et Oui, donc mais finalement, tout ça, c'est pas. Tout ça, tu peux pas l'enlever avec la vidéo parce qu'encore une fois, ça découle même des lois du jeu. Les lois du jeu laissent une très large part à l'interprétation de l'arbitre. Qui est un arbitre et non pas un juge, à chaque fois j'insiste là-dessus. Exactement. On ne cherche pas la qui vérité, arbitre mais qui juge sur son interprétation à lui. arbitrage arbitraire. Tu peux mettre 15 caméras autour d'un joueur, tu décideras pas avec les caméras si la main est volontaire ou pas. Une option, c'est de garder la goal line et de garder leur jeu. Et tout le reste, on laisse à l'interprétation. Moi, de j'ai l'arbitre. deux choses à dire là-dessus, parce que j'ai vraiment, juste pour compléter, parce que je suis d'accord avec ce que vous avez dit, il y a deux choses. La première, c'est que si on regarde l'action de l'égalisation de l'Espagne, c'est horriblement frustrant, je suis désolé, de voir un VAR utilisé à partir du centre de Carvajal, alors que de façon évidente, les Espagnols ont tiré le corner à l'envers. C'est-à-dire que c'est quand même, tu viens me parler de réduire l'injustice, mais en fait, l'erreur qu'avait fait l'arbitre avait réduit l'injustice, puisque double erreur. Voilà, double erreur. Voilà, pas corner voilà. et puis pas tiré du bon côté. Mais sorti ou pas sorti, à la limite, ça arrive. Quoi. Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais aller prendre le ballon et le tirer de l'autre côté, enfin prendre un autre ballon en l'occurrence, et tirer donc dans le dos de tous les défenseurs alors qui que l'arbitre se ne positionnent. regarde même pas. Voilà, mais il indique jamais Carvajal il va centrer s'il est du bon côté, tiré du bon côté. Il peut pas avoir. Moi, je vais plus loin. Il peut pas avoir 2 secondes pour centrer en plein corner. Moi, je vais plus loin. C'est que si c'est le Maroc qui fait la même, le corner est retiré. Bien sûr. Évidemment. Alors, est-ce que la VAR a réduit le sentiment d'injustice ? Non. Est-ce que la VAR, et puis juste une dernière chose sur ce débat, je ne sais pas s'ils sont conscients, les gens qui organisent le foot mondial, de l'impact désastreux du fait de voir à l'écran une salle obscure dans un endroit mystérieux, connecté à on ne sait qui. Je veux dire, on parle de la FIFA quand même. C'est pas des gens avec qui vous avez envie de la confier loge maçonnique. Voilà, mais tu t'imagines comment tu sers sur un plateau la possibilité de déployer les théories du complot jusqu'à l'infini. Ces gens ont la main sur le match aujourd'hui. Ils ne l'avaient pas, ils l'ont. Ils l'avaient par le fait de nommer un arbitre ou bien peut-être des boules chaudes. On n'en sait rien, mais ça c'est du virtuel, c'est du fantasme. Et là on le sait. Voilà, là on le sait. Ils regardent le match et ils appellent. Non mais la ligne qu'ils ont tracée dans leur jeu, est-ce que vous l'avez déjà vu ailleurs ? C'est la première fois qu'ils ont tracé une ligne. C'est-à-dire que dans les autres matchs, les hors-jeux, on les voyait au départ du ballon et on voit si c'est aligné. Moi, quand j'ai vu la ligne tracée, je dis ça y est, là il y a un projet,
qui est de donner le but à l'Espagne. Et il faut pas être un parano pour imaginer cette salle. Mais je dirais, elle fait appel à tout l'imaginaire collectif des films policiers politiques. Tu vois les films là où il y a des gens qui décident, tu sais pas à qui leur parle, quand est-ce qu'ils... Les hommes de l'ombre. Voilà, exactement. Sans compter que c'est en violation d'une règle en fait établie pendant la Coupe du Monde qui consiste à dire qu'on ne met jamais un arbitre de la même confédération d'une des deux équipes qui jouent. Ah oui. Or, dans le camion, sauf quand les deux équipes sont de la même confédération, éventuellement là, c'est faisable. Mais en règle générale, voilà, on part du principe et que si un pays dans le bus, il peut y avoir de la CONCACAF, dans le bus, non, mais le plus souvent, il y a précisément des arbitres sud-américains et européens. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'un certain nombre de décisions ont été prises dans le bus. On nous a jamais dit avant. C'est pas un bus, c'est une pièce à Moscou. La pièce à Moscou. C'est un bunker. C'est un ancien repère stalinien qui est gardé secret. Pour l'histoire du complot. C'était jamais dit que les décisions allaient être prises là-bas. On pensait qu'ils allaient être utilisés par l'arbitre central et pas le contraire. Pour eux, ils font les choses bien, mais ce qui va dans le sens du complot, c'est que moi, sur la journée d'aujourd'hui, la majorité des gens avec qui j'ai parlé foot ou parlé des matchs du jour, 9 fois sur 10, j'ai eu des remarques du genre « Non, mais t'inquiète pas, l'Allemagne, ils vont passer, ils vont avoir 2 décisions VAR, ça va être plié. » Voilà, donc dans l'imaginaire des gens, c'est déjà... Tu t'es habillé avant le match, c'est ça ? Non, après le match. D'accord. Alors avant le match, je montre pas les couleurs. Passons à l'Allemagne. Alors, je sais pas, c'est un cataclysme, c'est terrible. Personne n'a imaginé que l'Allemagne saute au premier tour. On l'avait placé dans les favoris, avec le Brésil, avec l'Espagne, avec ce genre d'équipe. Peut-être pourquoi dans une dimension moins, peut-être la France, etc. Mais comme ça sortir au premier tour, je me rappelle. En tout cas de mémoire, je n'ai pas regardé les stats, mais j'ai jamais vu ça en Coupe du Monde ou dans un Euro. C'est simple, les Allemands sont jamais sortis au premier tour dans l'histoire de la... Ah ben voilà. Non, mais franchement, je trouve que ce qui arrive à l'Allemagne, elle mérite ce qui lui arrive. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu une équipe jouer à 2 à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème physique. Parce que quand on a vu le match contre la Suède de deuxième mi-temps, on s'est dit l'Allemagne est de retour. D'accord, elle est là, elle a mis la pression, elle allait jusqu'au bout, elle y a cru. Aujourd'hui, je voyais Ozil et Herrera vraiment marcher. À un moment, ils marchaient. Et je me suis dit, ça, c'est pas l'Allemagne, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a un problème physique ? Est-ce qu'il y a plus d'envie ? Ou est-ce que parce qu'ils ont joué l'après-midi, ou est-ce qu'ils ont sous-estimé la Corée du Sud ? Je suis d'accord avec toi, mais je vais aller plus loin. Moi, quand j'ai vu le match, à un moment, j'ai eu un doute. Je me suis dit, ils sont peut-être qualifiés avec ce score, parce que ça m'a. Je suis allé voir les remontées de balles. Je suis allé voir l'autre match. J'ai commencé à regarder. C'est pas possible. J'ai refait tous les calculs. Je dis, c'est pas possible. On peut pas mettre aussi peu d'intensité avec. Non, mais ce qui est incroyable, si tu prends chaque joueur allemand aujourd'hui, cet après-midi, chacun a été catastrophique. Kroos, catastrophique. Khedira, catastrophique. En attaque, Timo Werner, catastrophique. Là, Hummels, je sais pas si tu avais une contre-attaque à un moment. Il était bon, Timo Werner. Non, mais il a raté. Il cadrait jamais. Oui, mais Hummels, les courses de Hummels en défense, les replis de Hummels. Mais tu sentais qu'il avait un tracteur derrière. Non, je pense que, encore une fois, on sentait les prémices venir dès le match contre la Suède. Ils ont été bons, héroïques, parce qu'ils se sont battus jusqu'au dernier moment. Mais Kroos, dès le match de la Suède, il perd énormément de ballons, il y a énormément de contre-attaques qui viennent but de dernière minute n'a pas été le cache-misère de la... Je pense que si, parce que sinon il sortait dès le match contre la Suède. Et ça les a propulsés au devant de la scène à nouveau. Mais on s'est pas rendu compte qu'en fait, les problèmes qu'ils avaient, ils ont pas été réglés. Personne ne pensait qu'ils allaient être éliminés, franchement. Est-ce que tu pensais non, parce qu'une fois qu'ils ont un petit but contre la Corée, une fois qu'ils ont mis 2-1 à la Suède, voilà, c'est quasiment acquis. Celui qui a misé sur la Corée, je voudrais le connaître, quoi. Mais c'est aussi parce qu'on juge les équipes par rapport à leur réputation. Mais pour moi, la grosse surprise, par exemple, de ce premier tour, c'est que l'Argentine passe en 8e avec ce qu'elle produit. Il va finir par gagner. Là, pour moi, c'est vraiment la grosse surprise. Maintenant, l'Allemagne. On est d'accord, mais là où il faut nuancer ce que tu dis, Abdallah, c'est que pour l'Argentine, c'est le cas depuis déjà plusieurs mois. Oui, bien sûr, on les voyait venir. Leur qualif a été catastrophique. Mais regarde les matchs de préparation de l'Allemagne. L'Allemagne a été excellente en match officiel. Les préparations, ça s'est mal passé, mais tout s'est mal passé. Mais sur les matchs de préparation, c'est mal passé pendant la préparation. Est-ce que tu penses pas que l'Allemagne, le fait qu'ils aient des Kroos qui jouent au Real Madrid, Khedira qui joue à la Juve, qu'ils ont eu des grosses saisons en Champions League, ils sont pas arrivés à la Coupe du Monde un peu crevés. Non, pas au premier tour. C'est pas possible. Ça, tu peux le dire sur un quart de finale ou un huitième, mais pour des joueurs comme ça. T'as encore des joueurs du Real qui brillent dans leurs équipes. Mais comment tu expliques des remontées de balles à 2 à l'heure? Non, mais déjà, moi j'ai l'impression que déjà tu as 3 équipes différentes qui ont joué les 3 matchs.
Ce sont 3 équipes différentes. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression, et c'est pour ça que j'insiste sur mais la c'est ça qui est préparation. bizarre, c'est que justement, après le premier match, il vire aux îles parce qu'il n'a pas été Non, mais très bon. c'est pour ça que j'insiste. Donc le deuxième match, ça allait un peu mieux, ils ont réussi à gagner. Non, Et mais puis le troisième match, on le remet. Soufiane, quand je dis que la préparation s'est mal passée, on est un petit peu. Là, on va pas faire un parallèle, on va pas oser le parallèle avec le Maroc, mais enfin bon. Toi, tu dis l'ambiance autour de l'équipe. Ça va au-delà, c'est-à-dire que déjà pendant la préparation, il n'y avait pas une équipe d'Allemagne clairement constituée, un 11 de départ avec un plan A, un plan B, un plan C et un certain nombre de certitudes. Tu perds pas contre l'Autriche. L'Espagne gagne 6-1 et elle n'a pas fait des matchs terribles aussi. L'Espagne, quand elle est arrivée, elle a fait peur à tout le monde avec son 6-1 en match amical. 6-1 contre l'Argentine. C'est pas c'est-à-dire qu'on s'est dit l'Espagne. Moi j'ai l'impression a perdu son entraîneur en début de Coupe du Monde. Ouais. Oui, mais c'est des événements. C'est-à-dire, la dernière fois, dans cette émission-là, j'expliquais que le gros déficit du Maroc et d'un certain nombre d'autres équipes aussi, dans ce manque d'expérience, c'est la capacité à gérer les détails. Dans une compétition de ce type, tous les détails comptent. C'est-à-dire, il y a un moment où la machine ne fonctionne plus. Les rouages ça va plus. De toute façon, sur une compétition, plan B, quoi. Derrière, une fois qu'il y a doute, et ben, ce qui m'a impressionné chez les Allemands, c'est quand même, moi j'ai souvenir quand même globalement de l'Allemagne avant cette génération des 10 dernières années. En gros, le football allemand se résumait à des tirs de 25 mètres, mais vraiment on poum. Ils veulent rentrer avec le ballon. Là, on a l'impression. Non, mais c'est même pas le fait de rentrer avec le ballon. Moi, je ne le reproche pas de vouloir rentrer avec le ballon. C'est qu'à un moment, ils ne tentent même plus. Le nombre de tirs de l'extérieur était horriblement bas pendant ce match. Donc il n'y a pas cette capacité en fait à un moment donné à se dire on va faire autre chose. La Corée a perdu contre le Liban. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et contre le Maroc. Contre le Maroc. Avec Haddad et Nahel. Oui, exactement. De tête. Je sais bien de préciser. Je sais pas par un petit score. 3-1, mais à 4-1. Pour revenir à... Je pense qu'il y a eu un 3-0 à un moment. Haddad avait fait un début de match phénoménal. Ça, je me rappelle très bien. Et ça bat l'Allemagne après. Voilà. Pour revenir à ce style de jeu, c'est le style de jeu qu'ils ont depuis. Non mais c'est comme ça qu'on corrige. Non mais justement c'est comme ça qu'on corrige. Qu'on corrige les défaillances. Sur une grande compétition, de toute façon, l'équipe vit sur la compétition et se crée quelque part dans la compétition en ajustant. Toutes les équipes qui ont gagné, elles se sont ajustées au fil de l'eau. Après, sur les 3 premiers matchs du premier ce que tu dis sur les tirs, ça existe encore dans le championnat d'Allemagne. Je pense que c'est un des championnats sur lequel tu as le plus de buts et le plus de tirs de l'extérieur de la surface de réparation. Mais c'est des choix qui, au niveau des très grandes équipes ou des grandes compétitions comme la Champions League ou en Coupe du Monde, ne se font plus. Aujourd'hui, alors c'est un autre débat qu'on peut avoir par ailleurs, c'est peut-être le problème induit par l'utilisation des stats. Mais quand tu utilises les stats et que tu vois le stat de but provenant de tirs issus de l'extérieur de la surface de réparation, les entraîneurs de plus en plus demandent aux joueurs de ne pas tirer de l'extérieur de la surface parce que ça crée moins de buts, moins d'occasions de... Moi, je vais laisser vous avez bien parlé de technique, moi je veux parler une seconde de l'humain. J'ai l'impression que notre ami Joachim, qui n'est que le, je crois, 11e sélectionneur. 11e sélectionneur de l'Allemagne 1908. Depuis l'invention du foot, quoi. En tout cas de l'équipe de la fédération allemande. Le Maroc, depuis 2000, on en a eu 14. Il y a eu des pauses quand même, il y a eu des guerres qui peut-être. Alors de 42. C'est pas sûr qu'il le vire. C'est pas sûr qu'il le vire. De 42 à 48, il n'y a pas eu de pause. Et puis, si tu veux, tu peux enlever des années de 1908 à 1930 et quelques, où il n'y avait pas un sélectionneur, mais un comité mis en place par la fédération qui gérait l'équipe. En 1908. Donc, de 1908 à 1930 et quelques. Bon. Donc si tu enlèves ces deux périodes... Nous aussi on a fait un comité, on a eu les 4 fantastiques. Mais c'était 100 ans plus tard. Non, mais surtout, je voulais dire au niveau humain, j'ai l'impression que il y a un côté un peu, ça me rappelle un peu l'histoire de notre ami, ça y est, le trou de mémoire, le sélectionneur espagnol, le moustachu, champion du monde, Del Bosque, voilà. Quand tu gagnes avec une équipe comme ça et quand tu la portes au sommet du monde, peut-être tu as du mal à la renouveler. Peut-être que c'est d'ailleurs ce que Zidane n'a pas voulu faire avec le Real. Et tu vas mourir un peu comme ça avec les mêmes, parce qu'il y a quand même du Mario Gomez dans cette équipe-là. Il y a quand même inséré des jeunes, des Timo Werner, des Julien Brun. Il a laissé Sané. Pas tant que ça. J'ai quand même l'impression que l'histoire doit se terminer comme ça. Voilà, elle doit se terminer avec une. Tu dis que c'est la fin d'une génération. Non, pas forcément. Il y en a plein. Je veux dire, j'ai l'impression que le vivier des footballeurs allemands ça va pas s'arrêter. Ce que tu dis, c'est que
Ce que tu dis, c'est que c'est difficile pour un entraîneur qui a atteint le sommet de se remettre en cause. Soit de se remettre en cause, soit de repartir avec la même grinta et avec les mêmes joueurs. Parce qu'on parle Hummels était là. Ozil, il n'a pas été bon. Ozil, je m'excuse. Ozil n'a pas été bon toute l'année. Oui, c'est bien ce que je dis. Ozil n'a pas été bon toute l'année, mais on sent bien que c'est mais c'est un peu l'étendard de Joachim Löw qu'il a toujours maintenu. N'oublie pas, c'est une image. L'Allemagne, t'as toujours eu des joueurs. Regarde Neuer. Qui sont mauvais en club. Il y a rien à le reprocher à Neuer. Mais regarde tout ce qu'on a fait pour qu'il revienne. Le bonhomme n'a pas joué depuis un an. Tu vois, c'est incompréhensible. Voilà, c'est un gardien extraordinaire. D'autant plus qu'il a un gardien. Non, mais quand tu as Der Stegen qui peut le remplacer, en numéro 2, c'est fou. C'est fou comme chose. Mais le problème, c'est qu'ils ont des joueurs très jeunes. Et puis il y a la vieille génération. Et en même temps, je vois une stat là sur Facebook. En plus, c'est vrai, on peut s'en rendre compte tout seul que les équipes qui gagnent la Coupe du Monde se plantent 4 ans plus tard au premier tour. La France gagne 98, sort au premier tour en 2002. En 2002, par contre, le Brésil ne sort pas. Ça marche. Mais il sort en 8e. Il sort en 8e. En 2002. En quart, non ? En quart. Il sort contre la France en 2000. Il sort contre la France. Voilà. Ah oui, en 2006, l'Italie gagne et sort en 2010 au premier tour. En 2010, l'Espagne gagne et sort au premier tour en 2014. Et en 2014, la Mannschaft gagne et sort en 2018. Donc il y a peut-être du mal à. Mais tu sais, Reda, moi je m'inquiète pas franchement pour l'Allemagne. Non, mais moi non plus. Je te dire, je m'inquiète pas du tout. Déjà, le fait qu'il soit plus là ne me dérange pas plus que ça. Si tu veux que je te il y a un peu de compassion pour moi. Voilà. Si tu me dis que ta maman est allemande, je veux bien avoir de la compassion, mais c'est juste une posture esthétique qui consiste à nous mettre ce maillot affreux des années 90. C'est un des plus beaux maillots qui soit. Je le vois, je pense à Klinsmann, quoi. Exactement. C'est ça. Voilà. Mais en fait, c'est surtout parce qu'il se porte large. Ouais. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Non, mais pour revenir à l'aspect de l'entraîneur qui se remet pas en cause, ça me fait penser à pas qui se remet pas en cause. Non, mais cet après-midi, il s'est remis en cause. En conférence de presse, il a dit qu'il a du mal à changer son système. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est bloqué dans ses certitudes. Je dis que c'est difficile de demander à quelqu'un de faire et de refaire. Voilà. Pour ça, tu as deux exemples assez parlants qui sont Arsène Wenger et Alex Ferguson, qui ont une longévité très longue. Alex Ferguson a gagné beaucoup plus souvent que Wenger, et un des arguments qui essaye d'expliquer en fait pourquoi Arsène Wenger a gagné autant, enfin pourquoi Alex Ferguson a gagné autant et Arsène Wenger n'a pas réussi. J'avais lu ça dans une interview de gens qui fréquentaient les clubs, et qui est que Alex Ferguson, tous les 2-3 ans, changeait une bonne partie de son staff ou ses adjoints. Par principe, ouais. Parce qu'il avait besoin de se remettre en cause, et les remises en cause devaient venir de son staff. Là où Arsène Wenger a continué, a été plus fidèle à son staff, à ses adjoints, etc. Et à ses actionnaires. Et à ses actionnaires, en leur faisant gagner de l'argent. Mais du coup, produisait moins de nouvelles idées, moins de choses nouvelles qu'il n'a produit quand il est arrivé à Arsenal, où il a révolutionné un peu le style de jeu et les habitudes du club. Tu veux dire qu'il n'est pas bon d'être stable Non, alors il faut être stable, mais il faut forcément. Le football marocain l'a très bien compris. Mais il est très possible que l'Allemagne revienne à un jeu plus viril, parce que tu te rappelles la révolution qu'a fait l'Allemagne avec les joueurs venant de Turquie, etc., un jeu plus technique, etc. Aujourd'hui, c'est la révolution qui a daté des échecs de 98 contre la Croatie, 94 contre la Bolivie déjà, la Bolivie en poule, puisqu'ils perdent de mémoire contre la Bolivie. La Bulgarie. Et ensuite ils se font sortir par la Bulgarie. Voilà. C'est ça qui a amené le jeu Oui, mais globalement, oui, mais ça fait partie de la mondialisation un petit peu du foot dont parlait Abdallah. Et effectivement, il y a beaucoup de voix en Allemagne qui s'élèvent pour la critiquer. Je ne sais quel entraîneur disait aujourd'hui on trouve plus un avant-centre allemand capable de mettre une tête ou une grosse frappe. Voilà, ils veulent tous rentrer avec le ballon dans les buts. En tout cas, Löw cet après-midi en conférence de presse, il a dit c'est une catastrophe. Oui, je m'excuse, j'assume. Mais là, on va faire un diagnostic de ce qui a vraiment pas fonctionné. Donc, je pense qu'il y a des gros trucs qui vont arriver en Allemagne. Comme je dis, je m'inquiète pas pour eux. Je pense qu'ils vont aller dans la bonne direction toujours. Et on aura peut-être un retour à quelque chose d'un peu plus viril, plus allemand, plus. Je suis pas sûr, parce que la formation, un truc plus équilibré, tu vas pas la changer aussi vite. Je pense pas. Mais aujourd'hui, on est passé quand même, si tu regardes l'évolution du foot sur ton niveau des clubs, mais bon, les tendances, on est passé de la fameuse sacro-sainte possession qui avait été posée un peu par Guardiola et ce Barça qui avait vraiment marqué son empreinte sur le foot mondial. Aujourd'hui, quand tu regardes les équipes, je parle surtout au niveau de Ligue des Champions, mais ça va forcément arriver dans les sélections. On parle plus d'explosivité, on passe par plus de verticalité. Klopp, Zidane sont là-dedans, sont beaucoup plus que dans la possession, ils sont dans l'explosivité, la vitesse, les courses. Aujourd'hui,
ça reste une minorité quand même. Non, c'est Non, pas mais une je minorité. pense que Non, je tout pense le que monde- En Coupe du Monde, on a vu un jeu très défensif. J'ai pas vu beaucoup d'explosivité. Non, mais parce qu'ils n'ont pas le Mais temps de le mettre en justement, place. Mais les défensif, valeurs, tu les valeurs, exploses. voilà. La transition Oui, mais vers on l'a pas vu en offensive. œuvre. Non, quand je dis explosivité, Je sais c'est pas, pas au premier tour, je l'ai forcément, pas vu, ça va moi. pas forcément contre un bloc bas. Hein. Je veux dire, Non, après, il faut avoir les moyens de le faire. Est-ce que tu trouves C'est-à-dire, pas que sûr les Costa équipes Rica, essaient on aujourd'hui peut- d'abord d'assurer le bloc défensif? Oui, mais C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais tous comment- les entraîneurs du mais monde. celles qui réussissent, mais justement celles qui n'essayent pas de le faire comme l'Allemagne ou comme d'autres ont un problème dans la transition défensive. La transition défensive de l'Allemagne est très mauvaise. C'est ce qui explique aussi qu'ils ont du mal. Les amis, on fait une dernière pause parce qu'il est tard et on revient pour 3 minutes sur un seul sujet que je vous ai préparé. Vous êtes sur Fréquence Foot. Dernière partie de notre podcast foot, les amis. J'ai un petit thème à vous proposer. Une image que j'ai trouvée hallucinante. J'avais jamais vu ça. Pourtant, j'ai beaucoup regardé de foot. Est-ce que vous avez déjà vu un entraîneur comme Sampaoli regarder son capitaine faire son changement et lui demander de le tenir informé? Voilà, c'est ce qu'on a vu quand c'est Messi qui a déclenché le changement et c'est Sampaoli qui l'a subi depuis le bord de la touche. Parlez-moi de ça parce que Reda, moi, tu me connais avec Sampaoli. Moi, j'ai un gros problème. Ce qu'il fait relève de l'absurde. Non, mais là, il Voilà, fait je suis plus rien, désolé. là. Non, mais ce que je veux dire, on peut pas avoir autant de talent dans cette équipe, on va avoir des Dybala qui marquent autant de buts, des Higuaín qui marquent autant de buts toute l'année avec la Juventus, avoir Messi, avoir Di Maria, avoir Agüero et avoir une animation offensive aussi stérile. Et je pense que l'image qu'on a vue, l'image dont on parle Reda, où on voit que Messi, en fait, c'est lui qui décide, tout tourne autour de lui, et forcément les autres sont... Si Messi décide de tout et que l'animation offensive est nulle, il y a peut-être une responsabilité chez Messi aussi. On va juste nuancer ce que dit Amine. Il passe par miracle, c'est un centre mais improbable. c'est un arrière gauche. Je vais quand même rappeler que l'Argentine se qualifie sur un bon centre de Mercado, ce qui déjà lui arrive jamais. De son mauvais pied. De son mauvais pied. Non, mais il l'a jamais fait. Non, de son bon pied. Il était sur le côté droit, il a centré du côté droit de son bon pied. Il l'a jamais fait ce centre. C'est Rojo qui est là-bas. C'est Rojo qui est là-bas. Jamais. Et Rojo est jamais là-bas. Et Rojo qui fait une reprise du droit, qui est son mauvais pied. Magnifique. En position d'avant-centre, qui est son mauvais poste. Parce que même arrière gauche, c'est pas son bon poste. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Rojo ? Mais là, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que il y a une espèce de concours de circonstances qui fait que, mais ce que produit l'Argentine, c'est juste. On va juste Alors c'est de nuancer la faute de Sampaoli ou de Messi? On va juste nuancer ce que dit Amine. Di Maria, ok, c'est du talent, mais depuis 2-3 ans, il est complètement à la ramasse. Non, moi c'est Dybala surtout. Franchement, c'est Dybala. Alors Dybala, il rentre pas. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible qu'il rentre pas quand tu as un déficit de talent. S'il y a un problème d'ego entre Messi et Dybala, il ne doit pas le prendre. Il ne doit pas le prendre dans les ventes. Sur Twitter, je disais pourquoi il le prend pas. Oui. Il a été forcé. Non, mais s'il le prend pour laisser sur le banc, tu le prends pas. Il y a des Juste une chose. Ce qu'il faut expliquer, c'est que depuis le match contre la Croatie, on sait que Sampaoli est quasiment viré. Et que c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir et c'est les joueurs qui ont constitué un comité de joueurs qui décident de la compo, de la façon de jouer et des changements. Oui, mais pourquoi ils restent physiquement, je veux dire? Ils ont besoin, je veux dire, ils risquent une amende s'il n'y a pas de coach ou... Ils veulent pas. Parce que le voir exulter au but de l'Euro, c'était un spectacle. C'était comme un joueur. Oui, non, mais même il le surjouait parce que. C'est de la peine. C'est ce que je comprends. Il fait de la peine, voilà, exactement. Il fait de la aussi. peine. On a l'impression que quelqu'un qui a gagné un concours accompagne l'équipe d'Argentine et regarde le match de la zone VIP, tu vois. Le problème, c'est que Messi est la pièce centrale du truc. Et Messi a pas le leadership pour le faire. C'est ça le problème. C'est qu'il est là pour décider. Alors, à part le problème d'ego de Dybala, ce qu'il propose en dehors de Dybala fonctionne pas du tout. Ils n'arrivent pas à aligner deux passes. Abdullah, mais s'il fonctionne pas, c'est qu'aussi techniquement cette équipe est très faible. Enfin, s'ils alignent pas deux passes, c'est pas un problème de système, de composition. C'est que les mecs, techniquement, ils sont mauvais. Ça aussi, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que bon, il y a un problème de confiance aussi, d'état d'âme. Enfin, il y a énormément de choses. D'abord, d'une part, ça fait quelque temps que le football argentin ne produit plus de pépites. C'est-à-dire que globalement, les meilleurs Argentins dont vous parlez sont les Argentins qui ont été formés en Europe. C'est-à-dire ils sont partis très tôt. Ils partent de plus en plus tôt. Et ils n'arrivent plus à dégager de bons joueurs techniques et tout ça. C'est une équipe qui est vieillissante. C'est une équipe qui a un gros problème de leadership et ça depuis des années. C'est-à-dire que
Messi a le capitanat, mais tout le monde savait par exemple qu'en 2014, en fait, le vrai capitaine c'était Mascherano. Donc on est pas, Aujourd'hui, on est un peu petit peu sur un hein. espèce de gros mensonge où globalement il y a un joueur exceptionnel techniquement, mais qui n'a absolument pas la personnalité, n'est pas Maradona qui veut. C'est-à-dire que là, à un moment donné, le talent de Messi ne correspond pas à ses qualités en termes de caractère, de leadership, de charisme. Non, mais en même temps, il veut Ce qui est pas. rare, mais c'est un cas. Là, en même temps, il veut pas donner les clés. C'est l'équivalent de quelqu'un qui serait un Jimi Hendrix, mais qui voudrait pas gérer un groupe artistiquement. Voilà. Non, mais en même temps, moi, je suis juste un rythme. Je suis très fort. Je suis probablement le meilleur du monde, mais en même temps. C'est pas moi qui vais vous dire si ce morceau il devrait être un peu rock ou un peu jazz. Ouais, c'est la diva. Parce qu'en général ça va ensemble. Non mais c'est là où on est quand tu es Hendrix, tu gères. C'est là où on est en contradiction. Soit on lui reproche de pas prendre le leadership, ça. soit on lui reproche de décider de la composition. Ce que je dis, c'est que le leader. Il croit avoir le leadership. Il veut pas donner les clés du camion. C'est ça le problème. Il sait pas conduire le camion, mais il veut pas donner les clés. Mais peut-être que ça peut se. Déjà, enfin ils vont jouer la France là. Ça veut dire qu'en plus de l'Allemagne qui a chuté au premier tour. Ça va être terrible. Il y a un deuxième. Les deux équipes qui ont produit un peu pauvre. Le jeu le plus indigent. C'est pourri. Non mais c'est vrai. France-Argentine, ça a l'air comme ça. C'est une magnifique. C'est tellement émotionnel ce qui se passe autour de l'Argentine. C'est tellement émotionnel qu'il peut y avoir une surprise. L'Argentine peut se réveiller. Parce que pour moi, le talent, il est là. C'est-à-dire s'il y a des choses qui se passent autour de l'équipe, il peut y avoir un déclic. Tu mises sur un déclic. Voilà, moi je mise sur un déclic. Je pense que c'est possible. La logique voudrait qu'ils perdent. Voilà, la logique voudrait qu'ils perdent. Même le déclic, Amine, je suis désolé. Quand tu regardes cette équipe. Regarde le potentiel. Non, mais regarde le potentiel offensif de la France. Vu ce qu'a montré l'Argentine sur 3 matchs, je dis pas qu'ils ne peuvent pas gagner. Ce que je dis, c'est qu'ils vont forcément encaisser. Attention, ils ont une défense catastrophique. Non, ils ont une défense catastrophique parce que tu les as vus en particulier hier. En position d'attaquer parce qu'ils étaient embêtés. Non, tout leur match. Contre la Croatie, ils étaient catastrophiques. J'aurais du mal à imaginer. Contre l'Islande, l'Islande qui propose pas grand-chose. Mais j'aurais du mal à imaginer que sous l'impulsion de Mascherano, ils reviennent pas aux fondamentaux un peu de ce football qui consiste à mettre son bloc bas et comme en Coupe du Monde 2014 avec un seul Messi en électron libre et forcer la France à aller pourquoi pas aux prolongations. Parce qu'ils n'ont pas encore joué comme ça. Ils peuvent jouer et à mon avis ils ont tout pour jouer comme ça. Je suis pas sûr qu'ils réussissent à jouer comme ça quand tu vois qu'ils n'ont pas un gardien de très haut niveau. Il était pas terrible en 2014 non plus, c'était Romero. Ouais, non, mais quand tu vois Caballero, à la limite, Romero, c'est Neuer. Non, mais est-ce que tu as vu Otamendi? Oui. Ils ont un arrière central, Fazio, qui joue à la Roma, qui a fait la demi-finale Champions League, qui est grand de taille, qui est fort. Oui, il est bien. Il l'a utilisé dans les qualifs, d'accord. Oui. Mais là, tu vois que sa défense centrale prend l'eau. Qui fait n'importe quoi. Otamendi n'a pas fait une grande saison non plus. Oui, raison de plus pour. 3 ans. Voilà, je sais pas, il y a des joueurs qui n'ont pas le droit de participer. Voilà. Bon, on reparlera de ce match juste avant. Je pense le 8e de finale, c'est prévu samedi. Oui. Voilà, et vous reviendrez les amis parce que il se fait tard. Et merci beaucoup pour la grande tenue de vos débats. Je pensais que ça allait être un peu plus brutal vu vos échanges virtuels. Mais en fait, physiquement, ça va beaucoup mieux. Physiquement, ça va beaucoup mieux. Je pense que j'en impose physiquement. C'est juste le maillot de la Mannschaft. C'est juste le maillot de Klinsmann. Il n'ose pas me taper. Merci Abdullah, merci Amine, merci Soufiane. À bientôt les amis et merci d'être là.